L'hôtesse de l'air Veronica gifle Jamal Washington, 17 ans, lors d'un vol en première classe. Tout le monde reste figé de choc, y compris le père de Jamal, Elijah Washington, PDG milliardaire dans la technologie. L'avion s'arrête soudainement sur le tarmac. Des agents de sécurité interviennent. Jamal a la lèvre en sang. Le calme terrifiant de son père. Avant de plonger dans cette histoire choquante, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous si vous avez déjà été témoin de discrimination lors d'un voyage. La vérité sur ce qui se passe à 9000 mètres d'altitude lorsque privilèges et préjugés se heurtent vous laissera sans voix. La matinée avait commencé comme n'importe quel autre jour pour la famille Washington, bien que l'ordinaire pour eux soit différent de celui de la plupart des gens. Elijah Washington, fondateur et PDG de Quantum Innovation, avait construit un empire technologique valant 23 milliards de dollars à partir de rien. À 48 ans, il se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un habitué à dominer les salles et conclure des affaires qui changeaient des industries. Aujourd'hui, cependant, son attention se concentrait uniquement sur son fils et leur voyage à San Francisco. « Jamal, nous devons partir dans 10 minutes », appela Elijah depuis l'escalier courbé de leur manoir de Boston. Sa voix résonnait contre les sols en marbre et les œuvres d'art de qualité musée qui retraçaient l'excellence noire à travers l'histoire. Jamal Washington, 17 ans, se tenait dans sa chambre, regardant son reflet dans le miroir pleine longueur. Lettre d'admission à Harvard sur son bureau. Score parfait au SAT. Boursier national. Pourtant, le visage qui lui renvoyait son reflet semblait déconnecté de ses accomplissements. Il ajusta son blazer de créateur. « J'arrive », répondit-il, attrapant son sac à dos rempli non pas de documents pour la conférence technologique que son père avait fournie, mais de cahiers de composition musicale et de casques audio. Dans le Maybach noir élégant en direction de l'aéroport Logan, une tension emplissait l'espace entre le père et le fils. « Cette conférence est importante, Jamal. Tu rencontreras des gens qui pourront te guider quand tu commenceras à Harvard l'automne prochain. » Jamal regardait par la fenêtre. « As-tu déjà pensé que je ne veux peut-être pas suivre tes pas? Que le codage et le capital risque ne sont peut-être pas ma passion ?» La mâchoire d'Elijah se contracta. Depuis qu'il avait perdu sa famille là à cause d'un cancer il y a 3 ans, il s'était entièrement consacré à préparer Jamal au succès de la seule manière qu'il connaissait. « Ta musique est un passe-temps merveilleux, mon fils. Mais le nom Washington signifie maintenant quelque chose dans ce monde. Avec cela vient la responsabilité. » Responsabilité de quoi? Faire semblant que le racisme n'existe pas parce que nous avons de l'argent? Agir comme si les gens ne voyaient pas d'abord la couleur de notre peau? Défia Jamal. Je n'ai jamais dit d'ignorer le racisme, répondit Elijah avec précaution. Je t'ai appris à t'élever au-dessus de lui de manière stratégique, à réussir malgré tout. C'est ainsi que le vrai changement se produit. Leur divergence philosophique resta sans résolution alors qu'ils atteignaient l'aéroport. Une conversation qu'ils avaient eue d'innombrables fois depuis le décès d'Ila les avait laissés naviguer seuls dans leur relation. À Logan International, les premiers signes de ce que la journée leur réservait apparurent dès la sécurité. Malgré leur billet en première classe et leur statut élite, un agent TSA fit passer Jamal pour un contrôle supplémentaire aléatoire, tandis que des hommes d'affaires blancs de tenue similaire passaient sans encombre. « Monsieur, nous devons vérifier votre sac, » dit l'agent à Jamal sans croiser son regard. Elijah observa son visage, masque de calme pratiqué, ne trahissant rien, bien que sa main serrait légèrement son attaché-caisse en cuir. Jamal capta le léger signe de tête de son père. Une instruction silencieuse pour se conformer sans se plaindre. 20 minutes plus tard, après que les effets personnels de Jamal eurent été minutieusement fouillés et qu'il eût été palpé, ils continuèrent vers leur porte d'embarquement. « 3e fois cette année, » murmura Jamal. « Tu as vu? Ils n'ont arrêté personne d'autre. »« Nous avons vu, mais notre vol est derrière nous, » répondit Elijah doucement. « C'est toujours ta réponse, papa. Baisser la tête. Ne pas faire de vagues. Continuer à accumuler richesse et pouvoir, et peut-être qu'un jour ils nous verront comme des égaux. »« Non, » corrigea Elijah. « Ma réponse est, choisis tes batailles avec sagesse. C'est ainsi que j'ai tout construit. » Arrivé à la porte d'embarquement pour la première classe, l'agent sourit chaleureusement aux passagers devant eux, un couple blanc plus âgé qui reçut des compliments sur leur destination. Lorsqu'Elijah et Jamal approchèrent, son sourire disparut, remplacé par un regard scrutateur. « Carte d'embarquement et pièce d'identité, »
s'il vous plaît, dit-elle d'un ton plat, examinant leurs documents avec une minutie exagérée avant de les laisser passer à contre-cœur. En entrant dans la passerelle de l'avion, Elia posa une main douce sur l'épaule de son fils. « Souviens-toi de qui tu es, dit-il doucement. Souviens-toi de qui nous sommes. » L'hôtesse de l'air Véronica Miller se tenait à l'entrée de l'avion, cheveux blonds tirés en un chignon serré, accueillant les passagers avec une hospitalité étudiée. Son sourire, cependant, s'assombrit lorsqu'elle vit les Washington arriver. « Vos sièges » demanda-t-elle sèchement, sans le « monsieur » qu'elle avait utilisé pour les passagers précédents. « 2A et 2B, répondit Elia agréablement. Les sourcils de Véronica se haussèrent légèrement, apparemment surpris par leur place en première classe, mais elle ne dit rien, indiquant vaguement la cabine. Alors qu'ils s'installaient dans leur siège en cuir, Jamal remarqua les regards des autres passagers. Un homme d'affaires blanc dans la cinquantaine les observait puis vérifiait son numéro de siège comme s'il voulait s'assurer de ne pas s'être trompé de vol. Une femme plus âgée serrait son sac à main en passant. Ces expériences étaient familières à Jamal, qui avait développé une carapace émotionnelle, mais aujourd'hui, chaque slide lui semblait plus cruel que d'habitude. « Eau ou champagne avant le décollage ?» demanda Véronica aux passagers en 1A et 1B, un couple blanc apparemment dans la soixantaine. Lorsqu'elle se tourna vers les Washington, son ton changea complètement. « Boisson !» Sans croiser leurs regards, déjà à moitié tournés comme anticipant une transaction rapide. « De l'eau, ça ira, merci, dit Elia. « Pareil pour moi, ajouta Jamal. Véronica revint quelques instants plus tard, déposant les verres sur les plateaux du couple blanc avec une serviette dessous. « Pour les Washington, dit-elle en posant l'eau précipitamment, renversant quelques gouttes sur la manche d'Elia. « Désolé, dit-elle sans sincérité, déjà en train de s'éloigner. « Laisse tomber, murmura Elia en voyant les poings de Jamal se serrer. « Ce n'est qu'un vol de 3 heures. Ça ne vaut pas la peine. » Jamal se tourna vers la fenêtre, son reflet dans le verre montrant le combat intérieur entre l'approche de son père face à un monde construit sur le racisme systémique et sa propre conviction grandissante que le silence perpétue l'injustice. Aucun d'eux n'aurait pu prédire à quel point les choses allaient empirer une fois. En altitude, ou comment cette journée transformerait à jamais leur vie et leurs relations. À 9000 mètres au-dessus du Midwest, Jamal Washington regardait Véronica traverser la cabine de première classe. Elle offrait des serviettes chaudes à chaque passager, échangeant des conversations agréables. Tous sauf les Washington. Elia déplia simplement sa serviette et s'essuya les mains comme si rien ne s'était passé. Mais Jamal sentait sa colère monter. « Tu as vu ça ?» chuchota-t-il à son père. « Concentre-toi sur notre destination à San Francisco, » répondit Elia en ouvrant son ordinateur portable. « J'ai besoin de ton avis sur les diapositives de la présentation de demain. » 1 heure après le décollage, Véronica poussa le chariot de boissons dans l'allée pour prendre les commandes. Son sourire rayonnait tandis qu'elle discutait avec les passagers de la première rangée. « Comment va votre fille à Princeton ?» demanda-t-elle aux hommes d'affaires blancs en 1A, se souvenant clairement de leur conversation d'embarquement. Lorsqu'elle atteignit les Washington, son attitude changea complètement. « Boisson ?» demanda-t-elle platement. « Jus de canneberge, s'il vous plaît, » dit Jamal. « Jus d'orange ?» demanda Elia. Véronica servit d'abord le passager en face, versant soigneusement son scotch demandé et ajoutant un petit bol de noix chaude qu'elle n'offrit pas au Washington. Quand elle se tourna finalement vers Jamal, ses gestes devinrent brusques et précipités. En tendant le gobelet en plastique, elle le renversa accidentellement sur le laptop ouvert de Jamal. « Oh !» s'exclama-t-elle avec une surprise exagérée qui n'atteignit pas ses yeux. Aucune excuse ne suivit. Jamal se leva en panique, le liquide s'infiltrant entre les touches, l'écran déjà clignotant. L'ordinateur contenait des mois de composition musicale sur lesquels il travaillait. « Mais c'est quoi ça ?» cria-t-il en attrapant des serviettes. Véronica lui lança quelques serviettes sans un mot et continua à servir les boissons comme si de rien n'était. L'ordinateur, d'une valeur de 3500 $, mourut. « Elle l'a fait exprès », murmura Jamal à son père. Elia resta impassible, mais un muscle de sa mâchoire tressaillit. « Nous te procurons un nouvel ordinateur à San Francisco. »« Ce n'est pas le problème, » dit Jamal assez fort pour que plusieurs passagers se retournent. « Tout mon travail était là-dedans. Elle l'a fait exprès et tu vas juste laisser passer ?» L'incident déclencha des souvenirs que Jamal ne pouvait réprimer. L'année précédente, à Westlake Preparatory Academy, où il était l'un des 12 seuls élèves noirs,
il avait obtenu un score parfait à un examen de calcul avancé. Son professeur l'avait accusé de tricherie, incapable de croire qu'il pouvait surpasser légitimement ses camarades blancs. Malgré son dossier académique impeccable, Jamal avait été obligé de repasser le test sous supervision, tandis que ses camarades blancs au score identique n'avaient jamais été questionnés. Puis il y eut cette fois où la police l'avait arrêté en conduisant la Tesla de son père. Les officiers s'étaient approchés avec les mains sur leurs armes, demandant de savoir à qui appartenait réellement la voiture. Seule l'intervention à distance de son père, via le système de sécurité de la voiture, avait désamorcé la situation. À travers chaque incident, Elia avait conseillé patience, réponse stratégique, documentation, jamais confrontation. Choisis tes batailles, disait-il toujours. D'abord, construis du pouvoir, puis utilise-le judicieusement. Mais assis dans cet avion, avec le jus collant détruisant son travail créatif pendant que l'agresseur servait des boissons en toute impunité, Jamal sentit que l'approche de son père échouait. Le poids accumulé de 1000 indignités pesait sur sa poitrine. De l'autre côté de l'allée, un homme noir dans la quarantaine observait la scène avec une inquiétude croissante. André Coleman, vice-président exécutif dans une entreprise du Fortune 500, reconnut immédiatement la dynamique. Il avait vécu le même traitement à maintes reprises, malgré son costume coûteux et son statut de cadre. Il croisa le regard d'Elia et lui fit un discret signe de solidarité. 2 rangées derrière, Sophia Chen, entrepreneure asiatique-américaine de 32 ans, avait tout observé. Elle plaça discrètement son téléphone pour enregistrer les interactions de Veronica, documentant la différence flagrante de traitement. Pendant ce temps, du siège 3C, Bradley Pierce, homme blanc d'âge moyen dans la finance, ne faisait guère effort pour cacher son mépris. On dirait que le ticket d'action positive de quelqu'un ne paie pas le service attendu, murmura-t-il à son voisin, assez fort pour que Jamal entende. Elia posa une main ferme mais retenue sur le bras de son fils alors que Jamal commençait à se retourner. « Pas maintenant, » murmura-t-il. « Pas ici. »« Quand alors, papa ?» répliqua Jamal, gardant la voix basse mais intense. « À quel moment en a-t-on assez ? Quand nous atteindrons un niveau magique de réussite où le racisme disparaît soudainement. Tu es littéralement l'un des hommes les plus riches d'Amérique et regarde comment il nous traite. » Elia se pencha vers l'oreille de son fils. « J'ai demandé à parler au capitaine après que nous ayons atteint l'altitude de croisière. Fais-moi confiance, fiston. Il existe des façons efficaces de régler cela sans que nous soyons expulsés du vol ou pire. » Jamal se laissa retomber dans son siège, peu convaincu. Son père avait arrangé une brève conversation avec le capitaine Richard Sullivan pendant une pause aux toilettes, mais Jamal avait observé le ton condescendant avec lequel le capitaine avait écouté les préoccupations de son père concernant leur traitement. « Je suis sûr qu'il y a eu un malentendu, » avait dit le capitaine. « Veronica est l'une de nos hôtesses les plus expérimentées. Je vais lui parler, mais je suis certain qu'elle fournit un service standard à tous les passagers. » La réponse du capitaine avait été si prévisible que Jamal aurait pu écrire le script lui-même. Une autre figure d'autorité qui se referme sur elle-même. Un autre système protégeant les siens tout en culpabilisant ceux qui osent contester leur traitement. Alors que Veronica continuait son service passif-agressif dans toute la cabine, le fossé entre père et fils se creusait. La retenue maîtrisée d'Elia contrastait avec l'indignation brute de Jamal, représentant non seulement 2 tempéraments, mais aussi 2 générations face à la confrontation du racisme. L'une façonnée par la prudence durement apprise, l'autre alimentée par une exigence urgente de justice immédiate. Aucun des 2 n'aurait pu anticiper à quel point ces philosophies seraient testées avant leur arrivée à destination. Avez-vous déjà été témoin d'un moment où le vrai caractère d'une personne se révèle en un instant ? Ce genre de moment qui sépare ceux qui défendent ce qui est juste de ceux qui détournent le regard. Commentez 1. Si vous pensez que le silence face à la discrimination rend complice. Cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà dû choisir entre parler ou rester en sécurité. Voyons comment le choix de Jamal se déroulera lorsqu'il sera poussé à son point de rupture. 90 minutes après le décollage, Jamal sentit sa poitrine se serrer. La sensation familière dans ses voies respiratoires signalait le début d'une crise d'asthme. Pas encore sévère, mais suffisamment inquiétante pour qu'il ait besoin de son médicament. Le stress causé par l'incident du laptop et le traitement hostile continu avait probablement déclenché l'attaque. « Papa » murmura-t-il à Elia. « J'ai besoin de mon inhalateur dans mon sac à dos. » Elia appuya immédiatement sur le bouton d'appel au-dessus de son siège. Après plusieurs minutes sans réponse, il appuya de nouveau.
De l'autre côté de l'allée, Bradley Pierce reçut immédiatement de l'attention lorsque son bouton s'alluma quelques instants plus tard. Enfin, après la troisième tentative, Veronica s'approcha de leur siège, visiblement réticente. « Oui ?» demanda-t-elle, adressant l'espace entre eux plutôt que les Washington directement. « Mon fils a besoin de son médicament depuis le compartiment au-dessus », expliqua calmement Elia. « Pouvez-vous nous aider ou lui permettre de récupérer son sac ?» Veronica jeta un coup d'œil à Jamal, qui prenait maintenant des respirations mesurées pour contrôler sa respiration de plus en plus laborieuse. « Nous subissons des turbulences, » dit-elle d'un ton plat, malgré que le signal de ceinture de sécurité soit éteint et que le vol soit parfaitement stable. Personne ne devrait être hors de son siège maintenant. Comme pour contredire sa déclaration, 2 passagers blancs du milieu de la première classe se levèrent et se rendirent aux toilettes sans qu'elle dise un mot. « Comme vous pouvez le constater, » fit remarquer Elia avec patience, « d'autres passagers se déplacent dans la cabine. Mon fils a besoin de son médicament pour l'asthme. C'est une nécessité médicale. » « Je reviendrai quand ce sera sûr, » répondit Veronica en s'éloignant sans autre reconnaissance. 10 minutes passèrent. La respiration de Jamal devint plus laborieuse, ses inspirations produisant un sifflement léger audible pour son père. Elia appuya à nouveau sur le bouton d'appel, son masque de calme commençant à se fissurer. Cette fois, une autre hôtesse, une jeune femme nommée Taylor, apparut, semblant confuse lorsqu'Elia expliqua la situation. « Je ne comprends pas pourquoi cela poserait problème, » dit-elle. « Laissez-moi vous descendre votre sac. » Avant qu'elle ne puisse aider, Veronica apparut à ses côtés, murmurant quelque chose qui fit changer l'expression de Taylor. Celle-ci recula, avec un regard désolé, tandis que Veronica affirmait à nouveau qu'aucun passager n'était autorisé à se lever. De l'autre côté de l'allée, André Coleman avait observé assez. « Excusez-moi, » intervint-il, « mais ce jeune homme a clairement besoin de soins médicaux. Il n'y a pas de turbulence, et vous laissez d'autres passagers se déplacer librement. »« Monsieur, occupez-vous de vos affaires, » répliqua Veronica, son vernis de professionnalisme tombant. L'état de Jamal s'aggravait. Sa respiration devenait plus bruyante et une fine couche de sueur apparaissait sur son front alors qu'il peinait à maintenir un niveau d'oxygène normal. « C'est ridicule, » dit enfin Elia, sa voix prenant un ton que Jamal entendait rarement. « Mon fils a besoin de son médicament maintenant. Soit vous l'aidez immédiatement, soit je vais le prendre moi-même. »« Vous devez vous contrôler, monsieur, » répondit Veronica, mettant l'accent sur « monsieur », chargé de sarcasme. « Si vous ne suivez pas les instructions de l'équipage, nous aurons d'autres problèmes. » La menace implicite flottait dans l'air. Jamal reconnut ce que c'était, la même menace que les Noirs avaient affrontée tout au long de l'histoire lorsqu'ils réclamaient leurs droits fondamentaux. Se conformer ou subir les conséquences. Accepter le mauvais traitement ou risquer pire. À ce moment-là, quelque chose changea en Jamal. Malgré sa respiration de plus en plus difficile, une clarté émergea. Il ne laisserait pas son père affronter cela seul. Il ne serait pas un autre jeune noir acceptant l'injustice pour éviter le conflit. Avec des mouvements délibérés, Jamal détacha sa ceinture et se leva. « Asseyez-vous immédiatement, » ordonna Veronica, sa voix montant. « J'ai besoin de mon inhalateur, » déclara simplement Jamal, la voix rauque mais déterminée. « Je n'arrive pas à bien respirer, et vous refusez de m'aider depuis plus de 15 minutes. Asseyez-vous immédiatement ou je vais demander au capitaine de dérouter ce vol et de vous faire sortir, » menaça Veronica. Sophia Chen, toujours en train d'enregistrer discrètement, captura toute la scène. Bradley Pierce et plusieurs autres passagers observaient avec des expressions variées, certains inquiets, d'autres semblant divertis par la confrontation. « Je prends mon médicament, » insista Jamal, avançant vers le compartiment supérieur. Ce qui se passa ensuite arriva si rapidement que les passagers donnèrent plus tard des récits contradictoires. Veronica se plaça sur le chemin de Jamal et posa ses mains sur sa poitrine, le repoussant en arrière avec une force surprenante. Jamal vacilla légèrement, levant instinctivement les mains en geste non menaçant pour garder son équilibre. La main droite de Veronica se leva et heurta son visage d'une gifle retentissante qui fit tourner sa tête sur le côté. Le bruit résonna dans la cabine soudainement silencieuse. Un filet de sang apparut au coin de la lèvre de Jamal, là où la bague de Veronica l'avait entaillé. Il resta figé, la main se levant lentement pour toucher la plaie, incrédule. Toute la cabine de première classe se figea. Même respirer semblait trop bruyant dans le silence choqué qui suivit.
Elia Washington se redressa de toute sa hauteur, son expression se transformant en quelque chose qui fit reculer involontairement Veronica. Il n'y avait aucune colère visible sur son visage. Quelque chose de bien plus terrifiant l'avait remplacé, le regard froid et calculateur d'un homme qui avait construit et détruit des entreprises de plusieurs milliards, qui avait surmonté des barrières systémiques par sa seule force de volonté, et qui venait de voir son enfant être agressé. Sans un mot, il pressa le bouton d'appel une fois, délibérément. Quelques secondes plus tard, l'interphone de l'avion grésilla. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. Nous faisons face à une situation qui nécessite notre retour à la porte d'embarquement. Veuillez rester assis et attacher vos ceintures. Nous vous fournirons plus d'informations sous peu. » L'avion, qui avait été en croisière tranquille vers San Francisco, vira doucement. En quelques minutes, ils sentirent la descente commencer, l'avion se dirigeant vers l'aéroport d'où il était parti moins de 2 heures auparavant. Jamal resta figé, le sang à la lèvre, respirant de plus en plus difficilement, partagé entre le soulagement et la peur de ce qui allait se passer ensuite. « Assieds-toi, fiston, » dit Elia doucement, aidant Jamal à revenir dans son siège. Puis, avec des mouvements si maîtrisés qu'ils semblaient presque mécaniques, Elia se pencha et récupéra lui-même le sac à dos de Jamal dans le compartiment supérieur. Personne, pas même Veronica, ne fit un geste pour l'en empêcher. Alors que Jamal utilisait son inhalateur, la cabine de première classe resta dans un silence stupéfait. L'avion poursuivit sa descente, se dirigeant vers l'aéroport où le personnel de sécurité était déjà appelé à la porte 37A. Que se passerait-il à leur arrivée au sol? Personne ne le savait. Mais quelque chose de fondamental avait changé dans la relation entre père et fils, entre les Washington et le monde qu'ils naviguaient de manière si différente, entre le pouvoir et la justice. Que feriez-vous à la place d'Elia? Commentez 1. Si vous pensez qu'il devrait porter plainte contre Veronica, ou 2. S'il devrait se concentrer uniquement sur les soins médicaux pour Jamal. Abonnez-vous si vous voulez voir plus d'histoires sur la lutte contre la discrimination. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque l'avion atteint le tarmac. Les roues du Boeing 787 touchèrent le sol avec un léger rebond tandis que l'appareil roulait vers le terminal. La tension à l'intérieur de la cabine de première classe avait atteint un niveau presque insoutenable. La respiration de Jamal Washington s'était quelque peu stabilisée après l'utilisation de son inhalateur, mais la coupure à sa lèvre continuait de saigner, et l'empreinte rouge sur sa joue avait commencé à foncer, devenant clairement un bleu. La voix du capitaine Richard Sullivan retentit dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous sommes retournés à la porte en raison d'une situation de sécurité. Veuillez rester assis jusqu'à ce que le personnel de sécurité monte à bord et règle le problème. » L'avion s'immobilisa complètement sur le tarmac, juste avant la porte. À travers les fenêtres, les passagers pouvaient voir plusieurs véhicules de sécurité de l'aéroport s'approcher avec leurs lumières clignotantes. Veronica Miller se tenait près de la porte du cockpit, chuchotant avec urgence aux autres membres de l'équipage. Son visage était rouge, mais son expression montrait plus d'indignation que de remords. De temps en temps, elle jetait des regards nerveux vers les Washington. Elia Washington restait parfaitement immobile, le dos droit, les mains croisées sur ses genoux comme s'il assistait à une réunion d'affaires ordinaire. Seule l'intensité de son regard, fixé sur la porte avant de la cabine, trahissait la gravité de ses pensées. À ses côtés, Jamal alternait entre l'utilisation de son inhalateur et l'essuyage de sa lèvre ensanglantée avec une serviette maintenant tachée de carmin. La porte de la cabine s'ouvrit et 4 agents de sécurité entrèrent dans l'avion. Ils se déplacèrent avec l'efficacité rodée de personnes habituées à désamorcer des situations volatiles. L'officier principal, un homme trapu avec une coupe militaire et un badge portant le nom Daniels, s'avança vers l'avant de la cabine où Veronica commença immédiatement à lui parler à voix basse mais animée. « C'est lui, » dit-elle en pointant directement Jamal. « Il est devenu agressif quand je lui ai demandé de rester assis. Il m'a menacé et j'ai dû me défendre. » Les agents de sécurité se dirigèrent vers la rangée des Washington, les mains sur leur ceinture près de leur taser. Les passagers autour d'eux se déplacèrent mal à l'aise, certains sortant leur téléphone pour filmer la scène. « Monsieur, » dit l'officier Daniels à Jamal, « nous avons besoin que vous rassembliez vos affaires et veniez avec nous. » Avant que Jamal ne puisse répondre, Elia parla d'une voix calme mais pleine d'autorité. « Mon fils ne partira nulle part. Il a été agressé par votre hôtesse, privé d'assistance médicale et victime de discrimination raciale tout au long de ce vol. Il a besoin de soins pour son asthme et la blessure à son visage.
L'officier Daniels sembla surpris par la confiance posée d'Elia. « Monsieur, nous avons un rapport d'un passager devenu violent. J'ai tout enregistré. » Sophia Chen intervint depuis son siège, tenant son téléphone. Le jeune homme n'a menacé personne. L'hôtesse l'a frappé alors qu'il essayait de prendre son médicament pour l'asthme après qu'elle ait refusé à plusieurs reprises de l'aider. André Coleman se leva malgré la présence de l'officier. « J'ai été témoin de tout l'incident. Ce jeune homme a été agressé alors qu'il tentait d'accéder à un médicament vital qui lui avait été refusé sans raison légitime. » Bradley Pierce ricana de l'autre côté de l'allée. Le garçon n'a pas obéi aux instructions de l'équipage. Quoi qu'il arrive après, c'est de sa faute. La cabine éclata en plusieurs conversations alors que les passagers prenaient parti. L'officier Daniels leva les mains pour faire taire et réévaluer la situation. « Tout le monde doit se calmer », annonça-t-il. Puis il s'adressa à Elia. « Puis-je avoir votre nom ?» « Elia Washington. Voici mon fils, Jamal Washington. » Une lueur de reconnaissance traversa le visage de l'officier. Même à Boston, à 3000 miles de la Silicon Valley, le nom et le visage d'Elia Washington étaient bien connus. Quantum Innovation avait révolutionné l'éthique et l'infrastructure de l'intelligence artificielle, faisant d'Elia l'un des leaders technologiques les plus influents au monde. La dynamique de pouvoir dans la cabine changea instantanément. Les agents de sécurité échangèrent des regards. Le visage de Veronica pâlit alors qu'elle semblait réaliser pour la première fois exactement qui elle avait maltraité. « Monsieur Washington, » dit l'officier Daniels, son ton devenant plus respectueux, « peut-être pourrions-nous discuter de cette situation plus en privé. »« Il n'y aura rien de privé dans cet incident, » répondit fermement Elia. « Mon fils de 17 ans a été agressé sous les yeux de dizaines de témoins. Il a besoin de soins immédiats, pas d'un interrogatoire. » Comme sur commande, Jamal ressentit à nouveau une constriction dans sa respiration, utilisant encore son inhalateur avec une détresse visible. Le capitaine sortit du cockpit, évaluant la scène avec une alarme évidente. Derrière lui apparut un homme en uniforme de direction aérienne qui saisit rapidement la catastrophe potentielle en termes de relations publiques. « Monsieur Washington, » dit le directeur de la compagnie aérienne en avançant la main qu'Elia refusa de prendre. « Je suis Douglas Porter, directeur du service client. Nous regrettons profondément ce malheureux malentendu. Si nous pouvions déplacer cette conversation dans notre salon premium, mon fils a besoin de soins médicaux, » répéta Elia, sa voix se durcissant. Et ce n'était pas un malentendu. C'était une agression motivée par un biais racial, facilitée par votre compagnie à travers un traitement discriminatoire commencé dès notre embarquement. Le sourire professionnel de Porter s'effondra. Je vous assure, notre compagnie ne tolère aucune discrimination. Pourtant, nous y sommes, interrompit Elia. Mon fils saigne et peine à respirer après avoir été frappé par votre employé. Sophia Chen se leva, son téléphone toujours en train d'enregistrer. J'ai déjà mis une partie de la vidéo sur les réseaux sociaux. Les gens demandent des nouvelles. En effet, plusieurs passagers avaient sorti leur téléphone, certains tapant rapidement. Le hashtag Justice for Jamal commençait déjà à devenir tendance localement alors que des extraits vidéo circulaient en ligne. Le capitaine Sullivan intervint dans la conversation. « Monsieur Washington, je comprends vos préoccupations, mais nous devons suivre le protocole. » « Votre protocole, » coupa Elia, « a permis qu'un mineur soit privé de soins médicaux puis agressé physiquement lorsqu'il a tenté d'y accéder lui-même. Votre protocole, c'est ce dont nous discuterons avec notre équipe juridique et la FAA. » La mention des autorités fédérales de l'aviation provoqua un malaise visible parmi le personnel de la compagnie aérienne. Porter murmura quelque chose au capitaine, qui hocha la tête d'un air grave. « Nous ferons monter immédiatement le personnel médical, » annonça Porter. « Veronica sera retirée du vol dans l'attente d'une enquête complète. »« Mon fils a été agressé à cause de sa couleur de peau, » déclara Elia clairement, veillant à ce que chaque passager puisse l'entendre. « Il n'y aura aucune résolution privée. » Alors que le personnel médical était appelé à bord de l'avion, l'impasse se poursuivit. Veronica fut escortée hors de l'avion par la sécurité, protestant son innocence, tandis que plusieurs passagers contredisaient son récit. Les autres passagers restèrent assis, beaucoup enregistrant ou diffusant la situation en direct. Pour Jamal, voir son père rester ferme, non pas par des explosions de colère, mais par l'insistance calme et implacable pour obtenir justice,
révélait une force différente qu'il n'avait jamais perçue auparavant. La patience stratégique que son père avait toujours prêchée n'était pas synonyme d'acceptation de l'injustice, mais de savoir exactement quand et comment se battre de la manière la plus efficace. Lorsque les ambulanciers montèrent enfin à bord et se précipitèrent auprès de Jamal, père et fils échangèrent un regard de compréhension mutuelle. Cette affaire ne serait pas étouffée ni réglée discrètement. Le nom des Washington portait du pouvoir, et aujourd'hui ce pouvoir servirait un objectif dépassant le succès commercial. L'histoire commençait déjà à dépasser les limites de l'avion, se répandant sur les réseaux sociaux et dans les alertes d'actualité. Ce qui avait commencé comme un vol de routine se transformait en une conversation nationale sur le privilège, la race et la responsabilité, conversation qui continuerait à évoluer de manière inattendue dans les heures et jours à venir. Les lumières fluorescentes clignotaient au-dessus de la tête, tandis que les ambulanciers travaillaient efficacement pour stabiliser l'état de Jamal Washington à bord. Son taux d'oxygène avait dangereusement chuté. La combinaison du stress, du retard dans l'accès aux médicaments et de la confrontation physique avait déclenché une grave crise d'asthme. Un ambulancier plaça un masque à oxygène sur le visage de Jamal, tandis qu'un autre surveillait ses signes vitaux. Tension artérielle élevée, pouls rapide, rapporta le paramédical principal. Nous devons le transporter immédiatement. À travers le masque à oxygène, les yeux de Jamal trouvèrent ceux de son père. Malgré sa détresse médicale, ce qui l'inquiétait le plus était le rare aperçu de peur qu'il vit sur l'expression habituellement calme d'Elia Washington. « Je viens avec lui », déclara Elia. « Ce n'est pas une demande, mais une déclaration. » Alors qu'il préparait le transport de Jamal sur une civière, l'esprit d'Elia revint involontairement sur une autre urgence médicale, au dénouement bien plus tragique. Des années plus tôt, Lela Washington s'était plainte de douleurs thoraciques intenses et de difficultés respiratoires. Au prestigieux Boston Medical Center, le personnel avait à plusieurs reprises écarté ces symptômes comme étant de l'anxiété ou de l'indigestion, malgré son insistance sur le fait que quelque chose n'allait vraiment pas. Elia était à l'étranger pour conclure une acquisition lorsqu'il alla plat, sa voix tendue par la douleur et la frustration de ne pas être prise au sérieux. « Il ne m'écoute pas, Ellie, » avait-elle dit. « Il pense que j'exagère. » Lorsqu'Elia écourta son voyage pour retourner à Boston, et que le personnel médical ordonna enfin les examens révélant une dissection aortique massive, il était trop tard. Lela Washington, brillante neuroscientifique, mère aimante et partenaire d'Elia dans tous les projets, mourut alors qu'Elia était encore dans les airs quelque part au-dessus de l'Atlantique. L'équipe de gestion des risques de l'hôpital avait ensuite approché Elia avec des papiers de règlement et des accords de non-divulgation, suggérant que peut-être les symptômes d'Elia étaient atypiques et difficiles à diagnostiquer, notamment dans certaines populations. Le sous-texte était clair, la douleur des femmes noires n'était pas prise au sérieux, n'était pas crue, n'était pas priorisée, même pour l'épouse d'un milliardaire. Elia avait refusé leur règlement. Au lieu de cela, il créa la fondation Lela Washington pour l'équité en santé, finançant des recherches et des programmes traitant spécifiquement des disparités raciales dans le traitement médical. Il s'assura également, discrètement, que plusieurs administrateurs clés de l'hôpital voient leur carrière bloquée par le retrait stratégique de ces dons considérables. Maintenant, voyant les ambulanciers charger son fils sur une civière, Elia fit le vœu silencieux que l'histoire ne se répéterait pas. Jamal recevrait immédiatement des soins excellents. Il n'y aurait pas de négligence, pas de retard, pas de racisme subtil déguisé en protocole médical. Massachusetts General est le plus proche, informa un ambulancier alors qu'il commençait à déplacer Jamal vers la sortie de l'avion. Non, répliqua fermement Elia. Boston Memorial. Le docteur James Shen est le pneumologue de garde aujourd'hui. Il nous attend. Les ambulanciers échangèrent des regards surpris face à la connaissance précise d'Elia, mais s'exécutèrent sans discuter. En moins de 4 minutes depuis l'arrivée de l'équipe médicale à bord, Elia avait passé 3 appels pour s'assurer que le meilleur spécialiste pulmonaire de Boston serait prêt à les recevoir. Alors qu'ils avançaient dans l'allée, les passagers regardaient en silence, stupéfaits. Sophia Chen continuait d'enregistrer, documentant à la fois l'intervention médicale et les tentatives de plus en plus nerveuses du personnel de la compagnie aérienne pour gérer la situation. André Coleman rassembla les affaires d'Elia et Jamal, se proposant de les apporter plus tard à l'hôpital. « Ce n'est pas fini », lança Bradley Pierce alors qu'il passait près de son siège. Le garçon n'a pas suivi les instructions de l'équipage. Les actes ont des conséquences. Elia ne réagit pas, mais André Coleman fit une pause. « Les mots aussi, monsieur Pierce, dit-il calmement. Les mots aussi. »
Le trajet de l'avion à l'ambulance sembla à la fois interminable et fulgurant. Le personnel de l'aéroport dégagea les chemins, la sécurité les escorta par des raccourcis réservés au personnel, et les représentants de la compagnie aérienne rôdaient anxieusement à proximité, soudainement désireux d'aider maintenant qu'ils comprenaient qui étaient les Washington. Dans l'ambulance, l'état de Jamal se stabilisa temporairement grâce aux médicaments et à l'oxygène, bien que ses signes vitaux restassent préoccupants. La coupure à sa lèvre avait été bandée, mais le bleu sur sa joue s'assombrissait visiblement. Elia tenait la main de son fils, projetant une confiance calme tout en planifiant mentalement les réponses juridiques, médiatiques et commerciales qui suivraient cet incident. À leur arrivée à l'hôpital Boston Memorial, le docteur James Shen attendait effectivement à l'entrée des urgences avec une équipe de spécialistes. Contrairement au traitement méprisant qu'Ila avait reçu, la prise en charge médicale de Jamal fut immédiate, complète et respectueuse. « Monsieur Washington », dit le docteur Shen, en saluant Elia avec une urgence professionnelle. « Nous avons préparé une salle de traitement. J'ai examiné les antécédents médicaux de Jamal et une équipe pulmonaire est prête. » Alors qu'on emmenait Jamal dans la salle de soins, une infirmière tenta de diriger Elia vers la salle d'attente. « Monsieur, si vous pouviez attendre. »« Je reste avec mon fils, » répondit Elia d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Le personnel de l'hôpital s'adapta rapidement, lui apportant une chaise près du lit de Jamal pendant qu'il travaillait. Pendant tout ce temps, Jamal observait l'approche méthodique de son père même en situation de crise. Pas de cris, pas de menaces, juste le déploiement calme de son influence, de ses ressources et de sa détermination pour garantir que son fils reçoive les soins appropriés. C'était la même patience stratégique qu'Elia avait toujours prônée. Mais maintenant Jamal voyait cela non pas comme un évitement du conflit, mais comme une autre forme de pouvoir. À l'extérieur de l'hôpital, des camions de presse commençaient déjà à se rassembler. La vidéo de Veronica frappant Jamal était devenue virale, amplifiée par les publications des passagers et reprise par les grands médias. Le hashtag Justice for Jamal était désormais tendance au niveau national, suscitant des commentaires allant de l'indignation à des tentatives prévisibles de justifier les actions de l'hôtesse. Dans la chambre d'hôpital de Jamal, le docteur Shen donna son évaluation. La crise d'asthme aiguë est maîtrisée, mais nous sommes préoccupés par le retard dans le traitement et les facteurs de stress physique et émotionnel. Nous devrons le garder en observation pendant la nuit. Elia acquiesça. Tout ce dont il a besoin, docteur. Lorsque l'équipe médicale sortit un moment, Jamal retira momentanément son masque à oxygène. « Papa, dit-il, la voix faible. Je suis désolé pour la conférence. » Elia regarda son fils, surpris. « Tu n'as rien à te reprocher, Jamal. Mais ton discours n'est pas aussi important que toi. » Elia serra la main de son fils. « La conférence peut attendre. » Le téléphone de Jamal, récupéré de son sac à dos, vibrait constamment avec des notifications alors que ses amis et camarades découvraient ce qui s'était passé. Le téléphone d'Elia s'illumina également avec des messages de membres du conseil, d'investisseurs et d'associés professionnels. Certains exprimaient leur inquiétude, d'autres s'inquiétaient des impacts potentiels sur le cours de Quantum Innovation et sur l'image publique. Un message attira particulièrement l'attention d'Elia, une déclaration officielle de National Airways publiée sur leur compte de réseaux sociaux. La déclaration officielle de National Airways arriva peu après sur les réseaux sociaux, affirmant regretter profondément l'incident et promettant une enquête complète. Mais pour les Washington, les mots ne suffisaient plus. Ce qui comptait désormais, c'était la justice tangible et immédiate pour Jamal. Dans la chambre d'hôpital, Jamal reprenait progressivement son souffle, ses yeux suivant chacun des gestes de son père avec admiration et gratitude. Elia, calme mais déterminé, savait que cette épreuve ne se terminerait pas simplement à la sortie de l'hôpital. Il contacterait son équipe juridique, alerterait les autorités fédérales de l'aviation, et s'assurerait que le nom Washington reste synonyme de justice et de responsabilité dans chaque sphère où l'injustice tenterait de s'imposer. Pour Jamal, cette expérience devint plus qu'un simple traumatisme. C'était une leçon sur le pouvoir de la stratégie, du courage et de l'action mesurée. Il avait vu que la force ne réside pas seulement dans la colère ou la richesse, mais dans la capacité à protéger ceux qu'on aime, à exiger le respect et à ne jamais tolérer l'injustice. Dehors, les médias et les réseaux sociaux amplifiaient déjà l'histoire. Des milliers de personnes commentaient, partageaient, dénonçaient. Justice for Jamal était devenu plus qu'un hashtag, c'était un symbole. Une conversation nationale sur le racisme, la responsabilité et le pouvoir venait de s'ouvrir. Elia regarda son fils,
puis le personnel médical, puis la ville qui s'éveillait à cette nouvelle réalité. Il sut alors que le combat pour l'égalité et le respect n'était jamais terminé, mais que chaque action, chaque décision, chaque moment comptait. Aujourd'hui, Jamal et lui avaient transformé un acte de violence et de discrimination en un appel à la justice et à la vigilance. Et tandis que le soleil se couchait sur Boston, le Washington père et fils quittèrent l'hôpital, ensemble et plus forts, conscients que leur voix avait été entendue, que leur force avait été démontrée, et que, cette fois, le monde avait été forcé de regarder.